Bienvenue Frédéric Pottier. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On va parler de votre dernière parution, qui est à la fois votre premier roman, puisque jusqu'à présent vous aviez fait des essais, et qui s'appelle La menace 732, c'est aux éditions de l'Aube, et c'est un thriller de politique fiction. Un mot sur vous, vous êtes énarque, vous êtes préfet, vous êtes actuellement délégué général à l'éthique et à la conformité à la RATP. Vous avez été membre de cabinet à Matignon, à l'Assemblée nationale, donc vous connaissez très bien les liens internes de la politique. Et puis, d'ailleurs, dans le roman, il y a un jeune conseiller à Matignon, peut-être qu'il vous ressemble, je ne sais pas. On en parlera tout à l'heure. Je disais, oui, jusqu'à présent, vous aviez fait surtout des essais. On avait parlé ici même de votre très très bon essai sur Pierre Mendès France, La foi démocratique. On reviendra d'ailleurs peut-être sur comment on passe de l'essai au roman et quelle est peut-être la liberté ou le plaisir qu'on a à écrire un roman. Mais on va peut-être commencer par le titre, La menace 732. Alors, il faut expliquer ce que c'est 732, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Moi, je me souviens qu'à l'école, on disait Charles Martel arrête en 732 les Arabes à Poitiers. Oui, bien sûr, c'est une date, 732, cette fameuse bataille de Poitiers. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde la réalité historique et pas forcément le roman national, on se rend compte que cette fameuse bataille, on n'est pas certain qu'elle ait eu lieu en 732, on n'est pas certain qu'elle ait eu lieu à Poitiers, c'était peut-être à Tours, c'était peut-être à Angoulême, c'était peut-être dans ce coin-là. On ne sait même pas trop sûr de qui est là. Et on n'était pas complètement sûr du caractère confessionnel de la bataille. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des doutes historiques assez nombreux, assez forts, alors même que 732, Charles Martel, c'est un symbole puissant chez certains groupuscules d'extrême droite. Voilà, donc c'est pour ça que symbolique, il arrête les Arabes à Poitiers, donc c'est le premier qui lutte contre l'immigration, en gros c'est ça. Absolument, si on prend un vocabulaire très actuel, on pourrait dire que c'est le premier qui lutte contre le grand remplacement. Absolument. Ouais. Mais derrière tout ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des identifications extrêmement puissantes et fortes de groupuscules d'extrême droite à cette date, à ce personnage, Charles Martel, et donc moi je me suis inspiré de toute cette logorée d'extrême droite pour construire un roman avec un groupuscule qui n'existe pas, mais qui aurait pu exister, qui s'appelle Martel 732. C'est d'ailleurs très intéressant la question de la référence ou même du référé historique. Je vous disais récemment, par exemple, on disait par exemple des socialistes qui avaient rejoint la NUPES que c'était les bourgeois de Calais. C'est aussi bon, avec l'accord de cou, donc on voit bien le symbole. Qu'est-ce que ça nous dit au fond le référé historique? Ça nous dit que l'histoire nous donne des leçons? Je crois qu'on a un vieux pays avec un goût assez prononcé pour l'histoire et on parle des bourgeois de Calais, mais on se traite souvent de munichois, on se traite souvent de traite, de défaitistes, on parle souvent de la débâcle, on parle souvent de l'étrange défaite de Marc Bloch. Et donc je crois qu'il y a un goût français qui est très national quand même, qui est très particulier, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays, sur l'histoire politique, et je crois que ça irrigue très largement notre littérature et notre débat médiatique d'ailleurs. Il est peut-être un peu fausse d'ailleurs qu'il y aurait un sens de l'histoire, c'est-à-dire que, voilà. Alors moi je ne crois pas qu'il y ait de sens de l'histoire. Oui, je crois qu'il y a des avancées, il y a des reculs, on vient de le voir aux États-Unis d'ailleurs sur la décision de la Cour suprême sur l'avortement, et je ne pense pas qu'il y ait d'effet cliqué. Je ne pense pas que nos démocraties notamment, ou l'état de droit, ce soit quelque chose qui serait forcément inéluctable, immanent, et sur lequel on ne pourrait pas revenir. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu écrire un roman, un polar, un thriller, qui met en scène aussi ça, c'est-à-dire le malaise démocratique, nos fragilités et nos différentes tensions. Alors, le roman, c'est très étrange quand on dit le début du roman, parce qu'on se dit, c'est de la politique fiction, c'est vrai. Ça commence par une élection présidentielle, et comme on sort de l'élection présidentielle, on est là. Alors, oui, on voit bien que c'est un roman, parce que c'est une femme qui est élue, une femme de la gauche radicale, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Très faiblement élue. Ric-rac. Ric-rac. Ouais. L'élection est d'ailleurs contestée face à un candidat, face à l'extrême droite, c'est ça. Absolument. Comment vous montrez d'ailleurs, c'est ça, un pays, vous en parliez, très divisé, très fragile. Vous pensez que c'est un peu la situation qu'on vit déjà aujourd'hui? Un peu, alors moi c'est un peu les prémices de la situation politique actuelle. Alors c'est vrai que ce roman, moi je l'ai écrit il y a maintenant à peu près un an, je l'ai écrit à l'été 2021, et je l'ai corrigé au moment où Trump contestait sa non-réélection aux États-Unis avec l'envahissement du Capitole.
Et donc c'est vrai que cette situation de tension, de crise démocratique, moi c'est quelque chose qui m'obsède. On dit souvent que les écrivains écrivent pour exorciser leurs angoisses. Oui. Il y a un petit peu de ça, moi. Je veux dire, tiens, si notre démocratie française vacillait complètement, et donc la façon de mettre en garde, c'est aussi d'écrire des romans, des fictions, et un président mal élu ou une présidente très mal élue qui doit faire face à une crise de légitimité, c'est pas une hypothèse complètement farfelue. Vous avez raison de rappeler la référence à Trump, parce que c'est ça qu'on voit. Et qu'on voit de plus en plus souvent, même chez nous. On voit que les résultats des élections sont de plus en plus contestés. Oui, on dit il a volé l'élection. Oui, il a volé tel parti l'élection. politique a volé l'élection. Il n'a pas la légitimité. Le président est mal élu, Oui. alors même que la démocratie, c'est un choix collectif. Et donc c'est ceux qui se déplacent qui font ce choix-là. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'absurdité démocratique. Celui qui est élu, il est là et il doit gouverner. Et donc la question qui se pose pour celui qui est élu, c'est est-ce qu'il faut gouverner et appliquer son programme à tout prix, même si le programme est intenable, ou est-ce qu'il faut déjà faire des compromis, trouver des équilibres? Et le début du compromis, est-ce que c'est pas le début d'une compromission? Et donc c'est ça que j'ai voulu aussi écrire. écrire. Dans l'actualité. On est complètement dans l'actualité, j'ai fait exprès, je vous l'avoue. Absolument. Alors, dans cette France donc très déchirée, quoi, enfin qui est vraiment divisée, où en effet on conteste l'élection même de la présidence de la République, il y a un groupe de militaires qui se rassemblent. Et alors, évidemment, là encore, c'est de la politique fiction, mais ça nous fait penser à ce qui s'était passé. C'est le 21 avril, date symbolique, puisque c'était le 21 avril, c'est quand Le Pen arrive au deuxième tour. 21 avril dernier, avec une tribune des militaires, justement, qui est très proche. Au mot de grand remplacement près que vous utilisez dans le roman, je crois qu'il n'était pas dans leur tribune, mais qui est très proche de la tribune dont vous parlez dans votre livre. Alors ça, c'est aussi une technique d'écriture. Moi, je me suis vraiment inspiré de beaucoup de faits réels. Oui. Donc les deux tribunes des généraux et des militaires, elles existent. Les groupuscules avec des membres armés, enfin des membres des forces armées avec des gros casiers judiciaires, là aussi, j'ai rien inventé. J'ai changé les noms, j'ai un peu changé les lieux, etc. Mais c'est des trucs qu'on retrouve dans les journaux, dans le Figaro, dans Marianne. Et là encore, moi, j'ai pas fait preuve d'une imagination débordante. C'est simplement, j'ai essayé de relier des faits divers, des situations, des écrits, des menaces, des mises en garde qui pourraient être vues comme complètement éclatées, alors même qu'il me semble que derrière, il y a un contexte, il y a une volonté de remettre en cause cet acquis démocratique. Et donc la façon aussi d'alerter les citoyens, c'est d'écrire un roman, parce qu'évidemment, le roman, la fiction, le polar, le thriller politique permet de dire beaucoup plus de choses et de donner aussi une dynamique à tout ça. Mais je reviens à cette tribune qui est très proche, encore une fois, de celle qui est publiée dans votre livre. Donc, où on parle du délitement général de la situation, et ça se terminait par ce qui était, et c'est un peu la même chose dans le livre. On ne sait pas si c'est une menace ou si ça va passer à la réalité. C'est-à-dire que, en disant, voilà, il va falloir qu'un jour quelqu'un puisse intervenir pour remettre de l'ordre dans tout ça, quoi. Et sous-entendu l'armée. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, entre la réalité et la fiction, on peut jouer avec le lecteur. Et dans les grands écrivains qui ont fait des œuvres magnifiques avec cette technique-là, il y a James Ellroy, par exemple, qui a écrit sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, où en fait, on lit un roman, on lit un polar, mais on ne sait plus ce qu'est le vrai, ce qu'est le faux, quoi. Tellement on est inséré, tellement on est immergé dans cette réalité, dans cette chose du passé. Donc moi, j'ai voulu un peu m'inspirer de ça en prenant des choses très réelles, des gens qui existent, des faits historiques, avec une trame et une intrigue qui, elle, est pour le coup complètement inventée. Vous disiez, évidemment, que quand on écrit ce genre de roman, c'est aussi ces craintes qu'on peut exprimer. Vous aviez été impressionné par, justement, la tribune de ces militaires? Oui, moi j'avais été assez bousculé quand même, parce qu'on a quand même en France une armée qui est très républicaine, qui est très légaliste, voilà. Mais il y a aussi dans l'histoire de France un vieux fond aussi de coups d'État. Le 18 Brumaire, Louis-Napoléon Bonaparte, il y a le général de Gaulle en 58 qui revient quand même. On va revenir au coup d'État parce que c'est une chose très importante. Et donc oui, moi, retrouver sous la plume de généraux ou de généraux à la retraite des menaces et des quasi-menaces de sédition, moi, ça m'a un peu remué, moi, ça m'a un peu bousculé. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, mais ça doit dire quelque chose quand même d'un climat général. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu réutiliser ce vecteur de la tribune des militaires.
D'autant que cette tribune arrivait, encore une fois c'était un 21 avril, mais peu importe, il paraît qu'ils n'ont pas fait exprès, mais enfin peu importe. Dans un climat quand même, il y a des sondages, il y avait des sondages, et je ne sais pas si ça existe toujours, enfin qui sont très récents, qui montraient qu'il y avait au fond une majorité de Français qui ne seraient pas opposés à un régime autoritaire, quoi. Oui, absolument, il y a une vraie tentation autoritaire, hein. Il y a une vraie fascination, je crois, pour le césarisme, c'est-à-dire le sauveur, absolument. Le mythe du sauveur, l'homme ou la femme qui va nous sauver toutes les situations. Et d'ailleurs, dans notre histoire politique, ce sauveur, il a pris différents visages, hein. Jeanne d'Arc, Clémenceau, De Gaulle, Napoléon. On a quand même une histoire de France qui est quand même concentrée sur les grandes figures, et c'est eux qui arrivent à nous sortir complètement du pétrin. Et donc, c'est vrai que cette volonté de dire finalement notre système démocratique il marche pas, la démocratie c'est compliqué, les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre, etc. Et si on renversait la table, et si on passait à autre chose? Et c'est vrai que les sondages montrent que quand même, il y a quand même un vrai doute. Il y a parfois aussi des sondages sur est-ce qu'il ne faudrait pas un gouvernement technocratique, en disant finalement, on va avoir des élus qui ne connaissent rien, est-ce qu'on n'aurait pas besoin plutôt d'avoir... Il faut rappeler que le gouvernement le plus technocratique qu'on ait eu, c'est Vichy. Exactement, avec Bousquet, etc. Et donc ça rappelle quand même des grands spécialistes, hein, ils étaient tous des spécialistes de leur matière. C'était les grands spécialistes, et c'est justement une négation même de la démocratie, hein, qui consiste à dire qu'on a tous, collectivement, le droit d'avoir une question ou d'avoir un avis sur des questions de santé, de sécurité, de politique étrangère, même si, comme vous et moi, on n'est ni médecin ni diplomate. Absolument. Il y a quelque chose qu'on ressent, évidemment, en lisant votre livre, et qui est, je crois, très fort, et peut-être qu'on ne perçoit pas comme on devrait le percevoir, c'est qu'au fond, la démocratie est fragile. Elle est très fragile. Et vous avez rappelé tout à l'heure mon expérience à Matignon et à l'Assemblée nationale. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, moi, au cours du dernier quinquennat. C'est la fragilité de ces institutions qu'on voit très robustes, parce qu'on parle tout le temps de la Ve République, de ces piliers, du 49-3, de cette rationalisation du débat au Parlement, alors qu'en fait, derrière, il y a toujours des hommes et des femmes, avec leurs doutes, avec leurs questionnements, avec leurs ambitions, avec leurs limites intellectuelles, leurs limites physiques aussi, l'épuisement, ça existe. Et donc moi, j'ai voulu aussi rappeler ça, que le Premier ministre n'était pas forcément un super-héros, que le président n'était pas doté de super-pouvoirs. Et donc ces fragilités-là qui sont inhérentes à l'activité humaine et aux sciences sociales, si on élargit un petit peu, je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier. On oublie que derrière les institutions, il y a des hommes, et que ces institutions peuvent s'effondrer lorsque les hommes et les femmes s'effondrent. Et ce qui peut tout à fait arriver dans un contexte de crise. Une agression extérieure, un attentat, une pression médiatique extrêmement forte, une absence de majorité, qui fait que prendre des décisions très dures dans ces contextes-là, c'est pas donné à tout le monde. Absolument, ouais. Est-ce que, quand on regarde justement l'état de la démocratie, justement cette fragilité dont on parlait, que vous soulignez dans ce livre, enfin, qu'on touche beaucoup en lisant ce roman, est-ce que les démocrates ont raté quelque chose? Non, je crois pas. Je crois que la démocratie a besoin de démocrates, d'abord. Et c'est inhérent à la démocratie d'avoir un questionnement sur ce qu'on fait, avec quels moyens, comment... Et moi, je suis un grand défenseur de la démocratie, un grand admirateur de Pierre Mendès France, mais je vois bien la façon dont nos opposants, notamment des régimes autoritaires, mettent le doigt là-dessus, en disant, mais en fait, votre truc, ça marche pas, quoi. Regardez, la démocratie, ça aboutit à l'élection de Trump ou Boris Johnson, là où nous, on a un quasi-tsar qui est très fort, et puis... un secrétaire général du Parti communiste chinois qui, lui, rayonne dans le monde. Et donc je vois bien cette stratégie-là qui consiste un peu à déconsidérer les démocrates, mais je pense que notre système démocratique, il est beaucoup plus puissant parce que justement, il repose sur les citoyens eux-mêmes. Et ça, il faut le rappeler, et il faut le rappeler alors même que certains n'y croient pas du tout et veulent remettre en cause tout ça. Et donc les groupuscules d'extrême droite, ils existent, et ils sont de plus en plus violents. D'ailleurs, je regardais en venant à Bordeaux, il y a eu une descente dans un quartier assez populaire. Et donc cette violence de la politique, elle est quand même réelle, et elle est très présente aujourd'hui en France. Justement, revenons-en au roman. Donc on a dit, voilà, cette élection très contestée d'une présidente... plutôt très à gauche, hein. Cette menace des militaires d'un coup d'État, et tout le livre, enfin une grande partie du livre, c'est de savoir est-ce qu'ils vont passer à l'acte ou pas. Alors on va pas révéler ça, mais il y a des choses
très intéressante. Il y a une jeune femme policière qui enquête justement sur ces milieux d'extrême droite, et on va peut-être y revenir parce que c'est intéressant. Et puis, il y a un cours que vous inventez, je suppose, à Sciences Po, mais ça vous tient à cœur, je pense. C'est un cours sur les coups d'État, justement. Ouais. C'est l'histoire des coups d'État, et vous listez toute une série de coups d'État. Alors, comme vous le disiez, la France, notamment avec Napoléon III, et peut-être l'arrivée de De Gaulle en 1958, elle sait ce que c'est, les coups d'État. Alors, elle sait ce que c'est, et moi, ça m'a beaucoup amusé de mettre des petites tranches de cours à Sciences Po dans ce polar-là. Alors, ça mériterait un essai un jour, voilà, je pense. Peut-être qu'on pourra en faire un essai un jour. Moi j'ai voulu simplement mettre un petit peu de connaissances historiques, parce que ça m'amusait beaucoup, de manière très, très, très modeste, très homéopathique dans ce roman. Mais n'empêche que c'est intéressant de rappeler que les coups d'État en France, on a une vraie tradition du coup d'État. Bonaparte, Louis-Napoléon, le 2 décembre, les années 30 avec les Ligues, et Charles de Gaulle. Certains historiens parlent de quasi-coup d'État. 58, absolument, pour dire que quand même la pression militaire, la pression aussi de l'entourage, avec Jacques Foccart, etc. Enfin, pardon, quand vous avez publié un livre sur Mendès France, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Mendès France s'opposera toujours au régime de la Ve République. Il a toujours considéré que la Ve République était issue d'un coup de force, et qu'il ne pouvait pas, lui, Mendès France, démocrate, républicain affirmé, assumer cette création institutionnelle sur cette base-là. Et donc c'est intéressant de rappeler ça, et c'est intéressant aussi de mettre en lumière l'histoire des autres coups d'État, en 1917, la Révolution d'octobre, Lénine, Trotsky, et puis plus près de nous, Pinochet en 73, l'Espagne en 1980. Oui, alors, on ne se souvient pas très bien de ça. Alors, c'est vrai que les types étaient un peu ridicules et que ça a tourné court grâce à Juan Carlos, d'ailleurs. Grâce au roi d'Espagne qui rappelle... Mais ils avaient pris en otage le Parlement. On a complètement oublié ça, mais un colonel débarque dans le Parlement espagnol avec une centaine de gendarmes et de militaires, et il prend en otage le Premier ministre, l'opposition, les parlementaires, pour mettre fin à l'évolution démocratique de l'Espagne. Et celui qui sauve l'Espagne de cette tendance-là, c'est le jeune roi à l'époque, Juan Carlos, dont tout le monde pense qu'il va laisser faire, parce qu'il a été élevé par Franco, élevé politiquement par Franco, et le roi d'Espagne refuse ça, et c'est le début de la démocratie espagnole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, là ça a échoué, mais si ça avait marché, ça aurait pu marcher, dans un pays qui sortait du franquisme, et finalement mettre des chars dans la rue, des soldats dans la rue, prendre d'assaut une place, c'est pas si compliqué que ça, et on l'a vu aux États-Unis. Moi j'étais très frappé. Je voulais revenir à Trump, parce que là on parle beaucoup de ce qui s'est passé au Capitole à la fin, à l'extrême fin du mandat de Trump, et maintenant on a la conviction que c'était une sorte de coup d'État. Alors d'abord, moi j'ai complètement halluciné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, devant mon écran, voir des images de types avec des déguisements d'Indiens torse nu rentrés au Capitole en plein milieu de Washington, alors que c'est quand même un des lieux les plus sécurisés au monde, qui était censé être un des lieux les plus sécurisés au monde, et de voir cette foule-là qui se masse, et un président américain, Trump, qui refusait de condamner quand même tout ça. Absolument. Moi je regardais la télé américaine, je m'étais branché sur... maintenant qu'il a même peut-être... et qu'il a même un peu attisé, bien sûr. Moi, je m'étais branché sur CNN et j'étais atterré. Et je me suis dit, mais là ce que fait Trump, ça va donner des idées. Je ne pense pas que le truc soit complètement neutre et ne donnera lieu à aucune suite. Et donc c'est pour ça que cette question du coup d'État démocratique ou du coup de force, elle n'est pas complètement neutre dans ces moments-là où... l'abstention est extrêmement élevée, finalement il y a des tentations autoritaires, ça marche bien dans des dictatures, et donc ça donne lieu à une vision de la démocratie qui est très fragile. Voilà. Et donc moi j'ai voulu faire émerger et faire évoluer mes personnages, une capitaine de police, un général, une prof de Sciences Po, dans ce milieu-là, et les faire interagir. Et je reviens au fond au questionnement qu'on a sur cette démocratie. Alors, vous dites, votre enquêteur enquête sur, au fond, les menaces qui viennent de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça vient plutôt de ce côté-là? On a eu dans l'histoire de France, avec Action Directe, quelque chose qui venait plutôt de l'extrême gauche. Vous pensez que s'il y avait une menace aujourd'hui de la démocratie, elle vient plutôt de ce côté-là?
Oui, elle vient plutôt de ce côté-là. Alors évidemment, les années 2015 ont été traumatisées par les attentats islamistes, etc. Oui. Et en fait, ce que j'essaie de montrer dans ce roman-là et dans le dialogue entre les services secrets et les militaires et le pouvoir politique, c'est finalement qu'on ne peut pas avoir une hiérarchie des menaces. Il y a différentes menaces qui viennent de milieux très différents et il faut toutes les couvrir. Et donc je fais dire à un moment à la chef des services secrets que... il y a cette menace du terrorisme islamisme, mais il y a des attentats d'extrême droite qui peuvent arriver. D'ailleurs, c'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, avec des fous furieux armés qui étaient complètement convaincus de lutter contre cette fameuse théorie du grand remplacement. Mais on peut avoir différentes menaces comme ça qui se manifestent avec des réactions qui sont absolument... nécessaire. Et bon, je vais pas dévoiler un peu plus le roman, mais c'est vrai qu'on a besoin comme ça d'avoir des forces de sécurité réactives sur toutes les formes de menaces. Il y a quelque chose qui est aussi très, très fort dans ce roman. On l'a dit, il y a ces militaires qui vont peut-être passer à l'acte et tenter un coup d'État. Et il y a aussi des militaires qui sont très républicains, qui sont pour la légitimité de la République, qui la défendent, même si, et là on a un pouvoir très à gauche, même si on se dit que probablement ils n'ont pas les mêmes idées que le pouvoir en place. Alors c'est vrai que moi je place l'armée française. J'invente un personnage chef d'état-major des armées que je place dans une situation impossible parce que la nouvelle présidente de la République élue arrive avec un programme où elle dit on va arrêter l'arme nucléaire. Oui. On va partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec les Allemands et on va réduire le budget des armées de 10%. Oui. Donc je place ce général dans une situation absolument impossible et donc je m'interroge sur la façon dont il va pouvoir gérer ces contraintes-là et où va se porter sa fidélité. Est-ce que sa fidélité va se porter à l'autorité démocratique, qui est le donneur d'ordre légitime, ou est-ce qu'il va porter sa loyauté vers ses compagnons d'armes, parce qu'il sent bien que renoncer à l'arme atomique, dans un monde extrêmement dangereux, où la situation est très très fragile et instable partout dans le monde, c'est très dangereux pour la France. Et donc ça rejoint cette question des engagements de campagne, et donc... Voilà, moi j'essaye aussi de ne pas faire des personnages qui seraient tous complètement caricaturaux. Et donc j'essaye de faire en sorte que cette armée française, j'essaye de la montrer un peu dans sa diversité, avec des vrais purs républicains, d'autres plutôt tentés par ces aventures autoritaires. Et donc il y a ces relations entre ces deux camps. On sait si, je ne sais pas, dans les dirigeants de l'armée ou de la police, on est plutôt tenté par l'extrême droite ou pas. Ça se dit souvent, mais... Ça se dit souvent, alors il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage, oui, c'est compliqué. C'est difficile d'aller sonder les cœurs de tous ceux qui portent certains disent, vous savez, plus de la majorité des cadres de l'armée qui sont proches du Rassemblement national, on dit ça. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de majorité de ce type-là. Et en même temps, on a une armée très républicaine et une police républicaine. Une armée qui est très républicaine, une police qui est très républicaine, une gendarmerie qui est très républicaine. Donc je ne crois pas qu'on se place dans une situation du type sud-américaine, où on aurait un colonel comme ça, fantasque, le général Tapioca qui arrive et qui prend le pouvoir comme dans Tintin. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais n'empêche qu'il y a des petits groupes qui sont très travaillés par tout ça, y compris dans des grandes écoles très prestigieuses militaires. Et on a aussi des fichiers S. Les services secrets ont répertorié des militaires fichiers S qui font l'objet d'une surveillance à raison de leur risque pour les autorités de la République. D'ailleurs, on va pas entrer dans le détail du roman, mais il y a en effet un certain nombre de militaires qui sont engagés dans cette action, et on voit très bien que les services secrets savent très bien qui ils sont, ce qu'ils ont fait. Parfois, ils ont été renvoyés d'ailleurs de l'armée. Enfin, on les fiche. Enfin, alors, il y a une direction au ministère de la Défense qui est chargée de faire ça, justement, de surveiller ses propres troupes et d'écarter les brebis galeuses. Mais c'est un travail qui n'est pas forcément évident, et c'est un travail qui doit être assez difficile sur le plan de la loyauté aussi, d'aller surveiller ses petits camarades. Alors, venons-en, pour terminer, voilà, je disais, c'est votre premier roman, vous êtes passé à la fiction. Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord de la liberté, je suppose. On ne sait pas tout à fait où on va, peut-être, alors que dans un essai, il faut être plus précis. Alors d'abord, c'était une grande joie et une grande jubilation d'écrire en toute liberté. Parce qu'un essai, notamment un essai politique comme celui que j'avais fait sur Pierre Mendès France, il faut vérifier les dates, il faut vérifier les citations, il faut vérifier les chiffres, il ne faut pas faire d'erreurs
ou de lecture anachronique d'une situation, là où le romancier peut vraiment se lâcher, quoi. Oui. Donc moi, je me suis vraiment lâché en utilisant des choses qui sont très réelles, en utilisant des lieux que moi j'avais pu connaître, Matignon, Place Beauvau, l'Assemblée nationale, des situations aussi, quand moi je décris l'écriture d'un discours en toute urgence, ou un communiqué de presse, ou une réunion de crise. Bah, ça, je l'ai fait avec Cazeneuve, je l'ai fait avec Valls, etc. Un cortège officiel qui passe à toute allure. Donc pour moi, ça, c'est pas de la fiction. Mais par contre, le fait de pouvoir relier tout ça et puis de pouvoir réécrire une intrigue romanesque, un vrai polar, un roman noir, ça, c'était vraiment... moi, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faut faire passer les faits avant les idées dans un roman. C'est l'action qui domine, oui, c'est ça, et puis... l'idée ne vient qu'après, quoi. Enfin, on la déduit, quoi, presque de l'action. Absolument. Et puis bon, moi j'ai écrit un thriller politique, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur tienne le roman et ne puisse pas le reposer. Non, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un page turner. Un page turner. D'abord, c'est des chapitres très courts, il faut dire, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin à chaque fois qu'on lit. Et en même temps, il y a autre chose là-dedans. Et c'est vrai qu'on le lit très très simplement. Je remonte donc. Il y a aussi que on a un petit peu froid dans le dos, quoi, quand on lit ça, parce qu'on se dit que ça pourrait se produire. Je dis pas que c'est possible. Je dis par contre que ce n'est pas complètement impossible le scénario arrive. C'est pas impossible. Merci infiniment, Frédéric Potier. Donc je rappelle le titre du livre, La menace 732, et c'est aux éditions de l'Aube. Merci. À bientôt.